Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire de Cosmetic Valley Live, donc, qui est au sujet de l'eau, donc suite à notre AMI Water for Cosmetics. Donc, on est assez nombreux ce matin à intervenir et à vous donner des informations autour de cet enjeu de gestion durable de l'eau. Donc, je suis ravie, en tout cas, de pouvoir vous accueillir en tant que participant, mais aussi en tant qu'intervenant. Je vous présenterai les différents intervenants. On va déjà, donc nous, en tant que Cosmetic Valley, faire une petite introduction, et ensuite on aura donc Aquanova, donc avec Sylvain Chamaillard qui interviendra. Ensuite, on a Star Henry Dubois qui sera là pour témoigner en tant qu'industriel justement sur ce projet de réutilisation de l'eau avec Aurélie David. Ensuite, on a MS for All avec Monsieur Édouard Leté qui présentera une première solution innovante pour cette gestion durable de l'eau. On a donc Marie aussi Caroline Kunst chez Zeni qui présentera une seconde solution. Monsieur Jérôme Sienato qui présentera aussi une solution notamment pour la société Alympex, et puis Monsieur Sylvain Baron qui nous a rejoint, qui présentera aussi une solution pour la société OK. Bonjour à tous. Donc, voilà, donc on est très nombreux à intervenir. On va essayer d'être concis mais aussi précis pour vous aider sur cette transition environnementale et au sujet notamment de l'eau. Je vais donner la parole à mon collègue Camille Levitovitch qui va pouvoir vous introduire un petit peu ce pourquoi on est réunis et le sujet du jour. Oui, bonjour. Eh bien, tout d'abord, enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Camille Levitovitch, je suis donc de Cosmetic Valley, tout comme Aline, et je suis chargé de mission Innovation et Europe. Et dans ce cadre-là, nous avons notamment fait la gestion d'un programme européen qui s'appelle Act for Cosmetics et qui chapeaute effectivement toutes les actions que nous menons cette année autour de la gestion de l'eau. Donc, dans ce webinaire, effectivement, pour vous indiquer, nous aurons donc, dans un premier temps, le fait de comprendre les enjeux de la filière concernant la gestion de l'eau. En deux, une réflexion pour réfléchir effectivement à son approche concernant l'eau, et là, nous laisserons la parole à Aquanova. Dans un troisième temps, un témoignage industriel qui sera donné donc, à Star Henry Dubois-Fils. Et enfin, des présentations de solutions d'innovation pour la gestion de votre eau au sein de votre entreprise. Donc, pour vous donner quelques informations concernant Act for Cosmetics, qu'est-ce que c'est? C'est un programme, comme je vous le disais, qui permet de donner en fait une voix à notre industrie cosmétique. Et l'idée, c'est de le donner à l'échelle européenne. Donc, vous avez ici effectivement trois enjeux en fait de ce programme, qui est donc dans un premier temps un but de reconnaissance pour montrer que nous sommes un secteur d'innovation. Un deuxième enjeu qui est de réunir, donc de rassembler ensemble des acteurs de tout secteur pour discuter et de définir des enjeux qui sont vraiment majeurs à notre industrie. Et enfin, dans un troisième temps, d'innover. Donc là, le but est véritablement de construire des consortiums sur des sujets d'innovation en lien avec les transitions vertes, digitales, numériques et sociétales. Donc, on a pu mener, effectivement, avec le consortium qui est présenté juste ici, qui comporte 6 pays partenaires, donc des groupes de travail qui ont pu être menés, notamment sur la cosmétopée en 2024 et cette année sur la gestion de l'eau. Le but ici, c'est donc de mener ensemble des groupes de travail thématiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de discuter d'une thématique, d'un enjeu en lien avec l'industrie cosmétique, de pouvoir communiquer et détecter des solutions d'innovation en lien avec ces enjeux-là, et ensuite de développer vos projets d'innovation avec les bons partenaires, qu'ils soient à l'échelle nationale, voire européenne, et c'est là où tout l'enjeu d'Act for Cosmetics est intéressant, c'est que nous pouvons porter votre projet à l'européenne et également détecter les bons financements.
Dans le cadre de la gestion de l'eau, voilà un peu justement comment on a fait, c'est-à-dire qu'on a pu mener dans un premier temps un groupe de travail, un groupe de réflexion sur l'eau et le packaging en mai, durant la Journée internationale de l'innovation cosmétique pour pouvoir réfléchir sur les enjeux en lien avec l'eau pour notre filière. On a ensuite lancé un appel à manifestation d'intérêt qu'on a nommé donc Water for Cosmetics, qu'on a lancé en juillet et qui aboutit effectivement à ce webinaire pour vous présenter des solutions d'innovation qui sont liées à l'eau. Et la phase suivante sera donc d'accompagner tous les projets détectés donc par Cosmetic Valley et par ses partenaires, donc qui sont la région Centre-Val de Loire, entre autres, DevUp et tous nos partenaires à l'Europe, et ainsi que des partenaires stratégiques comme Aquanova, pour pouvoir mener à bien vos projets d'innovation. Nous parlerons un peu plus tard également d'une journée thématisée Cosmétique Expert que nous prévoyons en mars 2026. Donc, ce qu'il faut vraiment en retenir, c'est qu'en fait, on propose un accompagnement personnalisé à tout porteur de projet d'innovation, de mener des actions afin de réfléchir à des enjeux liés à notre industrie, et que nous vous donnons accès également au seul réseau européen qui est dédié au développement de l'innovation en industrie cosmétique pour trouver des partenaires. Donc, je vous invite bien sûr à avoir plus d'informations sur le site web dédié d'Act for Cosmetics. Voilà pour moi. Merci Camille. Donc, pour précision, Camille gère le projet Act for Cosmetics pour Cosmetic Valley et moi, je suis donc sur ce projet aussi puisque je gère toute la partie transition environnementale pour Cosmetic Valley, donc Aline Landier. Donc, si vous avez des enjeux de transition environnementale, je suis à votre écoute. Voilà. Et maintenant, on va donner la parole à notre ami Sylvain Chamaillard de chez Aquanova qui va nous expliquer un petit peu plus comment justement on peut appréhender cette gestion durable de l'eau en tant qu'industriel. Ton micro est coupé, Sylvain. Ah, voilà. Ça sera mieux. Bonjour à toutes et tous. Merci à Cosmetic Valley, du coup, pour l'opportunité de présenter un enjeu majeur qui est la ressource en eau. Je vais essayer, en ces quelques minutes, de vous présenter le pôle très rapidement et les actions sur la démarche industrielle. Donc, Aquanova, la slide d'après, s'il te plaît. Aquanova, en fait, c'est un pôle de compétitivité, tout comme Cosmetic Valley. Donc, on est ancré, nous, plutôt sur la partie nord de la France, financé, vous voyez, par l'État, par deux grandes régions, région Centre, région Grand Est, et deux métropoles au sein de ces régions, 3 ancrages territoriaux, Orléans, Nancy et Strasbourg. Et notre mission, c'est vraiment de travailler sur les enjeux de l'eau, être un accélérateur d'innovation collaborative et développer durablement l'économie dans le domaine de l'eau. Il y a un autre pôle de compétitivité dans le domaine de l'eau dans le sud de la France qui s'appelle Aqua Valley. Slide d'après, on est du coup, nous, notre mission, pour résumer, pour faire court, on accompagne la transition hydrique des territoires et des acteurs socio-économiques, dont la filière cosmétique. On est là pour vous appuyer. On apporte de l'innovation vers les collectivités et les innovations dans les filières économiques consommatrices d'eau, les 4 avec lesquels on a des interactions essentielles aujourd'hui, la cosmétique, la chimie, pharma au sens large et l'industrie agroalimentaire. La slide d'après, je vais essayer, alors je ne vais pas vous faire un cours magistral sur l'eau, mais je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais que vous ayez quelques grands chiffres et quelques métriques. Aujourd'hui, la ressource en eau, c'est 97-98% d'eau salée. On a 2,2 ou 2,5% du coup d'eau douce. La grande majorité sur Terre de cette eau douce est contenue dans les glaciers et 30% à peu près dans les eaux souterraines. Vous comprenez pourquoi on a du coup des cartes tous les mois de suivi de ces masses d'eau par le BRGM. C'est un enjeu stratégique. Et l'eau de surface représente 0,4% de ces 2,5%. Autrement dit, ça ne représente pas grand-chose. Et quand je vous parle de chiffres, si vous prenez à côté, vous regardez le monde, enfin la Terre, vous voyez une petite bulle d'eau, là c'est l'eau sur Terre.
vous en voyez ou pas une autre petite à côté, c'est l'eau douce. Et puis, ce que vous ne voyez pas, qui est en dessous, juste un point, c'est l'eau de surface et l'eau disponible, du coup, pour nos usages. Et donc là, on commence à se rendre compte déjà que l'eau disponible pour nos usages, il n'y en a pas tant que ça, malgré qu'on parle d'une planète bleue et qu'on est, dans la conscience collective, on pense qu'il y a de l'eau partout. La slide d'après, un autre chiffre qui est important, en France, il tombe à peu près 500 milliards de mètres cubes d'eau. Donc, il y a une grosse partie qui est évaporée, évapotranspirée, donc qui repart directement à l'atmosphère. Et une partie qu'on appelle l'eau renouvelable, c'est l'eau qui, soit par ruissellement, va dans nos cours d'eau, soit par infiltration, va dans nos nappes. Je ne vous fais pas de dessin, on a quand même urbanisé un petit peu, on augmente les températures liées au changement climatique. Donc, cette part d'eau renouvelable devient de plus en plus faible. L'eau, en fait, il n'y en a pas moins aujourd'hui sur Terre qu'hier et il n'y en aura pas moins demain. Ce qui est différent, c'est sa fréquence, la fréquence et l'intensité des événements. Et du coup, on a de l'eau qui ruisselle très, très vite, donc qui va très vite à la mer, donc qui aujourd'hui n'est... Enfin, l'eau salée, on peut la dessaler, mais globalement, elle n'est pas disponible pour nos usages simplement. Et puis, un chiffre à garder par rapport à ce 500 milliards de mètres cubes. En 2022, il y a quand même une prise de conscience collective puisqu'il est tombé 384 milliards en France. La température est extrêmement importante. Donc là, on avait 25% de ressources en eau de moins disponibles cette année-là. Et c'est là qu'on a commencé à voir des conflits d'usage importants, tant sur l'eau potable que sur l'utilisation de l'eau dans l'industrie. La slide d'après, ça sera ma dernière slide sur le côté eau de manière générale. Ce qui est extrêmement important, la slide d'avant, c'est que l'eau est une ressource qui est donc hétérogène dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est extrêmement important par rapport à des activités industrielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, vous voyez, vous avez des cartes qui sont issues du BRGM sur les niveaux d'eau dans les nappes souterraines. Vous voyez, quand on prend des situations en juin 2023, on avait 66% des nappes qui étaient sous la normale. On a, au 1er janvier en 2025, on avait 71% qui étaient au-dessus du niveau normal. Mais vous voyez qu'en fonction des régions, il y a des régions qui restent en rouge tout le temps. Dans le sud de la France, là, on est toujours en rouge et ça fait 3-4 ans que ça dure. Et donc, on voit que pour les implantations ou pour les activités économiques, en fait, la situation en France, elle est totalement contrastée en fonction du lieu où vous êtes ancré. Et ça va jouer sur la disponibilité et l'usage de l'eau que vous avez dans vos entreprises. Si je rentre un peu plus dans le cœur du sujet, donc je vous l'ai dit, 2022, prise de conscience collective que la ressource, quand on ouvrait le robinet, il n'y avait plus forcément de l'eau. Et donc, le président de la République, avec son gouvernement, a fait un plan qualifié du plan eau avec 53 mesures pour mieux gérer cette ressource, avec 2 grands axes, un sur la quantité, un sur la qualité. Et dans l'axe quantité, il y a 2 grands axes à retenir pour les industriels. Une demande de réduction, donc de sobriété, un plan de sobriété de toute activité économique avec un projeté à moins 10% d'eau prélevée. Et puis, une boîte de Pandore qui a été ouverte, je dirais, les eaux non conventionnelles, c'est comment recycler, réutiliser ces eaux et donc comment on s'arme réglementairement. Et donc, il y a eu un certain nombre de décrets et d'arrêtés qui sont sortis sur les deux dernières années, à la fois pour les usages d'irrigation, à la fois pour les usages dans l'industrie agroalimentaire et puis aujourd'hui un peu plus sur les eaux grises dans les bâtiments. Si je rentre dans le cœur de sujet pour aujourd'hui, quand on est une industrie et comment on doit se poser les questions, la slide d'après, on va arriver déjà, l'eau c'est une ressource qui est en diminution, ça c'est indéniable et qui est indispensable à l'activité économique. Elle a 3 dimensions, une dimension sociétale, environnementale et économique. Et là, dans l'enjeu économique, sans eau, clairement, il n'y a pas d'industrie. On ne sait pas transformer, on ne sait pas nettoyer dans bon nombre d'activités sans eau. Et donc, il faut qu'on arrive à réfléchir collectivement à diminuer la dépendance à cette ressource en optimisant l'énergie, sans transiger avec la performance du site industriel. Là, il y a donc un guide d'appropriation qui a été émis par le comité stratégique de la filière eau et je vais vous faire une synthèse sur la slide d'après, sur les 2 slides d'après, sur les 4 réflexions à avoir, les 4 questions à se poser. Dans l'industrie, on parle de la stratégie des 3 R. La
priorité, c'est de réduire ses consommations. Mais pour réduire ses consommations, il faut savoir quels sont les usages, d'où vient cette eau, comment on l'utilise. La deuxième réflexion après, c'est la recycler. Et puis, la troisième question, c'est la réutiliser. Et donc, pour faire court, c'est comment consommer moins, comment consommer mieux et comment valoriser plus. La slide d'après, vous avez les 4 questions à vous poser. Vous pourrez revenir vers nous, hein, je ne vais pas les détailler. Il y a des questions beaucoup plus détaillées derrière ces 4 items. La priorité, c'est de savoir l'usage et la disponibilité de la ressource autour de votre entreprise et dans votre entreprise. Comment, où est-ce que vous prélevez l'eau, comment vous l'utilisez dans vos lignes de production, dans vos chaînes de production. Comment la disponibilité de l'eau, sa quantité, sa qualité impacte votre utilisation. Tout ça, c'est les premières questions à se poser. La deuxième question, c'est la gestion du risque et la réglementation. Là, vous avez des gros pans, je vous ai dit, réglementaires sur l'eau non conventionnelle qui a été ouvert. Est-ce que vous pouvez le faire, pas le faire? Est-ce que vous êtes en risque sécheresse ou pas? Est-ce que vous êtes ICPE, etc., etc. Le troisième point, c'est la gestion des rejets et l'efficacité environnementale. Effectivement, vous rejetez un certain nombre de volumes d'eau. Il y a des questions de qualité d'eau, il y a des questions de quantité aussi, puisqu'on réduit les quantités d'eau. Souvent, l'eau est moins disponible dans nos cours d'eau l'été, donc il y a des aspects de concentration, il y a des maintiens de débit d'étiage demandés à certains industriels. Donc voilà, ça c'est le troisième pan qu'il faut travailler. Et puis le quatrième pan, c'est le nerf de la guerre, c'est l'efficacité et le coût. C'est de savoir quel est votre ROI, quel est l'impact économique des investissements sur le volet eau. Ce qui est sûr, c'est que retenez une règle. Dans l'industrie, on parle du indice 100. C'est qu'aujourd'hui, on considère que quand vous calculez les ROI, le prix du mètre cube d'eau, vous le prenez à 1 €. Quand vous l'environnez, il est aux alentours des 10 € quand vous prenez les traitements, l'énergie. Et quand vous êtes en gestion de crise, on est plutôt autour des 100 €. Dernière slide. C'est un résumé, tu peux tout appuyer. Ce qui est important, il doit y avoir des animations, tu peux aller au bout. En fait, votre entreprise, il y a la performance du site et la gestion du risque, la quantité, les données dans votre industrie. Ce qui est important, c'est de regarder ce qu'il y a en amont aussi, la sobriété, la connaissance de la disponibilité, préserver les ressources, où est-ce que vous prélevez, anticiper les risques, partager les ressources. Dans l'industrie, vous êtes sur l'optimisation de l'utilisation de l'eau, la sécurité sanitaire, bien entendu, et la gestion du risque. Et puis, derrière, il y a la préservation du milieu et du territoire. Et tout ça, il y a un enjeu tout au long de cette chaîne de valeur de qualité et de quantité. Et vous avez des outils de numérique qui peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions. Et puis, la dernière chose, c'est que vous verrez après, vous avez un enchaînement de présentation d'industriels et d'offreurs de solutions. Les offreurs de solutions que je salue, puisqu'ils sont tous les 3 adhérents du pôle, et vous verrez qu'ils interviennent sur différents maillons de cette chaîne de valeur, soit en caractérisation, soit en recyclage, soit en optimisation du traitement. Et voilà, c'est la force de cet écosystème d'innovation, d'essayer de trouver des solutions pour mieux gérer la ressource, tant sur l'aspect quantitatif que qualitatif. Je ne vais pas être plus long, j'ai été très rapide, mais c'était d'essayer de vous brosser un peu les enjeux du sujet de l'eau et de l'eau dans l'industrie. Merci. Merci Sylvain, du coup, pour cette présentation assez succincte, mais aussi très éclairante. On va donner maintenant la parole à Stéphane Dubois, qui, je vais laisser Aurélie David se présenter, Stéphane Dubois, mais qui va être là pour témoigner justement en tant qu'industriel sur cette gestion durable de l'eau. C'est un vrai sujet pour nous et voilà, comment on veut aussi travailler sur ce sujet et en cherchant notamment des partenaires et pour aller plus loin. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Aurélie David, donc je suis coordinatrice environnement énergie à la STRM Dubois. Voilà, donc on a un projet qui est juste démarré. Voilà, c'est de réutiliser l'eau de la station d'épuration dans nos process en fait. Donc je vais commencer par une présentation de l'entreprise parce que vous ne connaissez peut-être pas. Donc nous sommes une entreprise familiale qui a été créée en 1820. Et nous sommes spécialistes de la fabrication d'esters. Alors, qu'est-ce qu'un ester? C'est un produit chimique qui est en fait un corps gras. Les esters sont sous différentes formes.
On en retrouve un peu partout au quotidien. Voilà. Donc, on a un site de production et une plateforme de stockage et d'expédition dans l'Indre. On a un laboratoire de formulation dans la Vienne et des bureaux commerciaux dans les Hauts-de-Seine. On est environ 170 salariés répartis sur donc, ces 4 sites que je viens de vous présenter. Notre chiffre d'affaires 2024 était à 87,9 millions d'euros. Et nos produits, nous les vendons dans 4 secteurs d'activité différents. Donc, la cosmétique majoritairement, à peu près 55% du chiffre d'affaires. La santé pour 25% du chiffre d'affaires. Et après, on a deux autres secteurs qui sont l'alimentaire, où là, ce ne sont pas des esters qu'on vend. Ce sont des formulations de gomme, de cire et de huile. Et enfin, les spécialités fonctionnelles. Donc, vous voyez toutes les petites photos que j'ai rajoutées, ça permet d'un petit peu représenter dans quel produit on va retrouver des esters. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des produits qu'on a chacun chez soi. Et donc, les esters sont vraiment très, très présents dans la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Alors, la présentation de la démarche, le contexte et les constats qu'on a pu faire en interne. Donc, nous sommes une entreprise engagée en RSE depuis plus de 10 ans maintenant. Notre ambition, c'est d'être un acteur à impact positif sur l'environnement et les personnes. Ça, c'est vraiment notre ambition. On a vécu des épisodes de restriction d'eau en 2023 et en 2025 avec des seuils, des seuils de réduction à atteindre. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de difficultés à atteindre ces objectifs qui sont fixés par la réglementation. Et nos eaux, donc nos effluents sont traités sur une station d'épuration qu'on a en interne et les rejets se font dans le milieu naturel. Donc, on a identifié des enjeux pour la réutilisation de cette eau. En premier, on a des enjeux environnementaux, évidemment, la réduction du stress hydrique, même si on n'est pas situé dans une région qui est fortement impactée, mais voilà. Donc, cette réutilisation d'eau permettrait de moins prélever dans le milieu naturel, puisqu'on n'utilise pas l'eau de la rivière directement, mais l'eau de ville provient de la rivière. Et un deuxième enjeu environnemental, c'est la préservation des écosystèmes, puisque comme le disait le monsieur qui est intervenu avant moi, qui dit réutilisation d'eau, dit moins de rejet aussi dans le milieu naturel. Des impacts économiques, pas forcément sur le prix directement de l'eau, puisque là où on est situé, l'eau coûte vraiment pas cher, mais plutôt dans la sécurisation de l'approvisionnement en eau, notamment en période de restriction. Rien n'empêcherait les autorités de nous réduire en fait notre autorisation de prélèvement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais voilà, on veut pas attendre que ça arrive pour mettre en place des choses. Un autre enjeu identifié, c'est l'enjeu réglementaire, puisque on ne serait plus soumis à ces contraintes en période de restriction. Et puis enfin, un enjeu technique, il faudrait qu'on trouve vraiment le traitement adapté aux besoins. Les différentes ressources qui pourraient intervenir dans le cadre du projet, évidemment la direction qui pourrait prendre les décisions sur les budgets, les investissements, etc. Les services environnement, évidemment. Le service aussi maintenance et travaux neufs. Alors, la présentation du projet concernant le cahier des charges, on est vraiment dans la phase initiale où on sort juste en fait de la réflexion et de dire la direction vient de valider le fait qu'on puisse engager ce projet-là. Donc, notre cahier des charges, il n'est pas encore défini et justement, on est à la recherche de personnes pour nous aider à déterminer en fait comment monter ce projet. Les principaux objectifs du projet, ça serait donc de réduire le prélèvement sur les réseaux d'eau de ville et de limiter nos rejets à queue. Et ensuite, on n'a pas encore défini de délai, de jalons, etc. Et donc, nos besoins, c'est de trouver des bureaux d'études pour nous aider à commencer à étudier la faisabilité de notre projet. On a déjà eu quelques contacts avec des bureaux d'études, on a aussi des contacts avec l'agence de l'eau. Mais voilà, où on en est aujourd'hui.
mais c'est vraiment un enjeu important pour nous. Merci pour ce témoignage, pareil, assez franc. L'idée aussi, c'est sûrement aussi de trouver des partenaires pour trouver des solutions aussi très concrètes au-delà du bureau d'études qui sera là pour vous accompagner sur le montage du projet. Et donc, c'est pour faire aussi ma transition, puisque maintenant qu'on a pu comprendre, entre guillemets, cet enjeu-là, qu'on a pu voir que c'est un vrai enjeu industriel avec des vraies questions pour Stearinry notamment, l'idée, c'est maintenant de vous présenter en fait des solutions innovantes qui peuvent être des réponses justement à cet enjeu. Donc, je vais donner la parole à MS for All et à Édouard Leté pour cette première solution à présenter. Bonjour, donc Édouard Leté, je suis un des cofondateurs de la société MS for All. Je ne sais pas si tu peux passer sur la page suivante. Donc en fait, c'est une société qui a été créée il y a 2 ans maintenant. On est issu du laboratoire Grémy, qui est un laboratoire du CNRS Université d'Orléans. Bon, c'est là où on est situé. Et maintenant, on est une équipe d'une dizaine de personnes avec une équipe scientifique assez importante puisqu'on a 5 docteurs en physique, chimie et biologie. Mais le point commun, c'est ils ont tous une approche numérique, je dirais. Donc, on est vraiment dans la simulation numérique et la simulation moléculaire. Oui. Donc, en fait, là, on s'attaque à la problématique des microplastiques de manière générale. Donc, je pense qu'il n'y a pas nécessité de le rappeler, mais les microplastiques, d'une manière générale, sont un enjeu majeur de santé publique. Certains ont des effets non seulement sur la santé, mais aussi sur la biodiversité. Et les restrictions réglementaires sont de plus en plus importantes, notamment dans la cosmétique, mais aussi dans l'agroalimentaire. Et ce qu'on remarque en discutant avec les acteurs du marché, c'est qu'il y a un manque de connaissance des chemins de dégradation des molécules qui sont utilisées ou des rejets qui sont effectués. Donc, et en même temps, les essais expérimentaux de biodégradabilité, qui sont une obligation maintenant dans la cosmétique, sont très longs et coûteux. Donc, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus rapide. Donc, en gros, la problématique, c'est ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a besoin d'outils d'aide à la décision pour capitaliser la connaissance, parce qu'on a une connaissance plus fine de ce qui se passe en fait, et surtout optimiser les essais expérimentaux. Donc on ne va pas les supprimer, mais on les oriente directement vers, en quelque sorte, la bonne solution. Oui, merci. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est tout simple. On fait un microscope virtuel. Donc on regarde ce qui se passe dans une boîte de simulation dans lequel il y a de l'eau, dans lequel il y a une molécule polluante et puis éventuellement des ajouts pour la dégrader en quelque sorte. Donc ça, c'est une innovation technologique qui a été développée au Grény, qui est l'utilisation d'une méthodologie qui permet de calculer rapidement ces analyses au niveau atomique. Et puis ça, on le met dans une innovation d'usage, c'est-à-dire qu'on le met dans une plateforme, et la plateforme va être commercialisée à partir du mois de décembre, donc cette année, et où là, en fait, on choisit sa molécule polluante, on a une base de données de plus de 118 000 molécules, on choisit son procédé de dégradation, et on regarde comment ça se dégrade, quel est le taux de dégradation, quels sont les produits de dégradation. Donc pour l'instant, on a en fait toute une série de procédés chimiques. Et là, on veut se lancer dans des procédés biologiques, notamment la biodégradation. Oui. Donc, en fait, on a déjà fait une preuve de concept. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais pour ceux qui sont intéressés, c'est un webinaire qu'on a fait il y a quelques mois, qui est disponible en replay, donc je pourrais l'envoyer à la demande. On a comparé, disons, une biodégradation avec un laboratoire, qui est le laboratoire Scanae, et nous avec une approche numérique. Donc en gros, vous voyez la boîte de simulation. C'est une boîte de simulation dans laquelle il y a l'effet d'un enzyme en fait. On voit le taux de dégradation. Donc là, si on va plus loin dans le calcul, on ira jusqu'à un taux de dégradation beaucoup plus important. Et surtout, ce qui est difficilement mesurable, c'est l'ensemble des produits de dégradation. Parce que vous avez beau dégrader une molécule, elle pourrait se dégrader dans une molécule qui reste polluante. Donc, une meilleure connaissance des chemins de dégradation est aussi important. Oui. Donc voilà, en fait,
Donc, on se lance dans des projets de biodégradation. Ce qu'on a fait à ce stade-ci, c'est qu'on a déjà une plateforme d'intégration qui s'appelle MS Furniture, qui sera commercialisée à partir de décembre, dans lequel il y a, je dirais, l'ensemble, une base de données exhaustive de molécules polluantes. On en a 118 000, dont 14 000 PFAS. Hein. Et on a aussi toute une série de procédés chimiques de dégradation. Donc ici, on a une preuve de concept, celle que je viens de vous montrer. On est en train de réaliser des calculs plus importants pour l'instant. Hein, donc on a vraiment démontré qu'on arrive à modéliser l'effet d'un enzyme et après mettre l'effet de l'enzyme sur la molécule pour voir comment elle se dégrade. Et on a aussi une expertise puisqu'on vient aussi d'engager une personne supplémentaire qui va travailler, responsable scientifique de cette plateforme, qui vient de commencer en octobre, mais qui a déjà travaillé là-dedans. Alors, ce qui reste à faire, c'est aussi les sujets de collaboration possibles. Hein. On commence dans ce projet-là, seulement on peut aller plus vite par des accélérations de développement. Donc ça, c'est avec des acteurs potentiellement intéressés, on pourrait discuter avec eux. On a besoin de savoir aussi ce dont vous avez besoin, parce que nous, on génère beaucoup de données. Quelquefois des données difficilement mesurables. Il faut savoir aussi ce dont vous avez besoin, donc mettre au point des cas d'usage avec des industriels du marché. Avoir la possibilité aussi de recaler nos modèles par rapport à des essais physiques, je dirais, puisque vous avez des données expérimentales. Nous, on ne les a pas. Et enfin, construire une bibliothèque d'enzymes. Là, on travaille déjà avec certains instituts de recherche pour essayer d'avoir ceux qui sont les plus utilisés, mais peut-être ceux qui seraient aussi les plus pertinents. Voilà un petit peu les domaines dans lesquels nous cherchons. Alors, pour information, j'ai juste rajouté quelque chose. On est en train de monter un projet d'envergure au niveau européen, au niveau de la biodégradation. Donc, mais bon, j'en parle pas ici, mais pour ceux qui seraient intéressés, on peut aller plus loin avec eux et on le fera sans doute avec aussi un cluster, notamment le cluster Aquanova sans doute. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Edouard pour cette première présentation de solutions, donc plutôt sur de la modélisation, sur comment va réagir, on va dire, nos produits. Maintenant, l'idée, c'est de savoir comment on peut aussi traiter notamment les effluents et les valoriser. Et donc, du coup, Zénie, avec Marie-Caroline, va nous présenter cette solution. Alors oui, chez Zénie, on a développé un système de traitement innovant et naturel pour le traitement des eaux usées de l'industrie, notamment l'industrie cosmétique, par l'usage des microalgues. On peut passer à la... Donc en fait, c'est un système qui pousse la circularité. Donc ce qu'on a développé, c'est un système de culture d'algues. Donc c'est un petit peu comme si on recréait le phénomène de marée verte, mais de manière contrôlée, en bioréacteur, sur site, sur des eaux qui vont être encore chargées en DCO, en azote et en phosphore, pour aller, parce que les algues ont cette capacité à métaboliser les nutriments qu'elles vont trouver, donc de l'azote, de l'eau, du phosphore, des oligo-éléments. Elles vont avoir la capacité à bioaccumuler aussi. En fait, elles vont attaquer la pollution dissoute de manière générale, une partie bioaccumulée, une partie qui est absorbée aussi. Et on arrive à des qualités d'eau qui sont suffisantes pour du rejet en milieu naturel et qui peuvent s'intégrer dans des projets de réhute. Une fois qu'on sépare la biomasse, ce qui est intéressant, c'est qu'on génère un coproduit qui est revalorisable en économie circulaire, donc une biomasse de microalgues, une biomasse à forte valeur ajoutée dans plusieurs cas d'application et qui, dans l'industrie cosmétique, peut également être bioraffinée et réintégrée en ingrédients biosourcés, parce qu'elle est très riche en pigments, polysaccharides, en molécules d'intérêt qui peuvent aussi. Donc, ça peut être aussi une question de designer un projet complètement circulaire parce qu'on travaille sur plusieurs souches de microalgues et le système est assez agnostique en termes de souches de microalgues pour pouvoir aller chercher des valorisations intéressantes pour les sites. Ce qui est intéressant aussi, c'est le volet décarbonation, parce qu'on est sur un système qui, en fait, finalement, notre réacteur, c'est un photobioréacteur, un réacteur de photosynthèse. Donc, c'est le même principe que la phytoépuration, sauf que les microalgues se développent beaucoup plus rapidement. Donc, on a une assimilation, une séquestration de CO2 dans le système et qui se retrouve donc en matière, en biomasse algale bas carbone. Si on passe à la slide suivante,
Si on compare le système par rapport à des solutions existantes, notamment pour des sujets de réhute ou des solutions physico-chimiques et membranaires, on va être en termes de CAPEX sur des ordres de grandeur similaires. La grosse différence, ça va être au niveau des OPEX, puisque les systèmes classiques sont très consommateurs en termes énergétiques, consommation de réactifs chimiques, et produisent donc finalement déplacent en quelque sorte la pollution donc dans les boues ou les concentrats dans les systèmes membranaires. Là où, avec le système des microalgues, on assimile et en fait, on revalorise typiquement l'azote, le phosphore va se retrouver dans la biomasse protéique qui peut être revalorisée. Donc, on a en face, en termes d'OPEX, là, on a un revenu qui peut être assez conséquent en fonction des qualités de la biomasse par rapport à la revalorisation de ces coproduits. Au niveau de l'impact environnemental, on va être beaucoup plus performant sur le traitement de l'azote et du phosphore, notamment sur le phosphore. On n'a pas besoin de précipitations chimiques et on atteint des normes très basses, qu'aujourd'hui, il y a effectivement une évolution aussi sur les normes de phosphore qui peut être assez contraignante. Et on arrive à je vous présenterai en dessous les résultats, à des taux vraiment très bas. Et puis, on est sur un système, effectivement, en termes de bilan carbone, où ça va vraiment avoir un impact au niveau du site dans les projets de décarbonation. Donc, ça s'intègre également dedans. Et donc, au niveau du ROI, effectivement, comme le ROI n'est pas uniquement sur les économies d'eau, parce qu'effectivement, on l'a vu, sur le coût de l'eau est encore faible. Après, si on intègre effectivement l'environnement et puis les risques associés les plus élevés, mais il n'empêche que c'est quand même encore compliqué pour des projets de réhute de proposer un ROI suffisamment intéressant. Nous, par rapport à la revalorisation, au potentiel de revalorisation des biomasses qui ont de fortes valeurs ajoutées, on arrive à proposer des ROI intéressants pour le site avec économie d'eau et revalorisation de la biomasse. On peut passer au slide suivant où effectivement donc on a fait on a traité plusieurs types d'effluents, beaucoup dans l'industrie agroalimentaire parce que c'est notre industrie cible initialement. Et donc, on a pu démontrer qu'on a un impact sur les paramètres, les macropolluants, donc la DCO, l'azote, le phosphore, qu'on arrive à atteindre avec un traitement par microalgues des normes de rejet en zone sensible. Donc, dans l'exemple de la brasserie, on est proche de 1 mg par litre en phosphore. On est déjà descendu en dessous de 0,1 mg par litre de phosphore sur d'autres tests. Au niveau de la DCO, ce qui est intéressant, c'est qu'on a testé des effluents qui étaient pré-traités aussi par traitement biologique. On s'est rendu compte qu'on arrivait à avoir un abattement supplémentaire. Donc, on arrivait à attaquer de la DCO non biodégradable, de la DCO dure, et la réduire, puisqu'on est sur d'autres mécanismes complémentaires, et puis aussi une symbiose microalgues-bactéries avec des échanges gazeux, donc les microalgues oxygénant le milieu. On a testé également des eaux plus complexes, chargées en métaux lourds, en micropolluants, et on a eu des taux d'abattement aussi intéressants sur ces paramètres-là. Donc, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant sur d'autres paramètres qui peuvent être suivis et qui peuvent être des critères pour des projets de rejet naturel ou de réhute dans l'industrie cosmétique. Et puis, on peut passer à la slide suivante, parce qu'effectivement, donc nous, Zeni, une société deep tech, on est basé à Saint-Nazaire. On est 3 cofondateurs, dont 2 doctorants du monde des microalgues et de la biorémédiation. Et aujourd'hui, on accompagne vraiment sur toute la montée en échelle des systèmes avec des tests. Et nous, on a une large souchothèque, on appelle donc différentes souches de microalgues qui vont être plus ou moins pertinentes en fonction des effluents, en fonction des paramètres et des polluants présents dans l'eau. Donc, ce qu'on fait la première phase, c'est qu'on fait une sélection de souches par rapport aux effluents, par rapport aux objectifs. Et on a des systèmes pilotes qu'on déploie sur site qui permettent de valider dans le temps le système de traitement et dimensionner des projets de réhute par microalgues.
Et donc, nos systèmes donc, sont un petit peu comme sur le dessin 3D plus bas, sont des photobioréacteurs, donc des réacteurs cylindriques dans lesquels la lumière est immergée pour stimuler. On a de la lumière LED basse consommation. Ce qui est possible aujourd'hui avec les LED basse consommation, c'est de pouvoir en fait, faire de la photosynthèse interne, contrôlée et très performante. Et on s'occupe aussi du volet, tout le volet revalorisation de la biomasse, parce que les sites n'ont pas forcément... Alors, ça peut être du cas par cas. Certains sites peuvent être intéressés pour justement être dans un sujet complètement circulaire en se disant ces ingrédients biosourcés, est-ce que je peux, moi, les réintégrer d'une manière ou d'une autre? Mais si ce n'est pas le cas, nous, on a tout un réseau de partenaires sur la valorisation des microalgues, sur différents usages en fonction des qualités de microalgues qui dépendent évidemment des qualités d'eau qu'on a traitées en amont. Donc, voilà, sur la présentation générale de Zeni, on est effectivement, on fait partie du pôle Aquanova et on est effectivement référencé Deep Tech au niveau de BPI et incubé par Atlampol, qui est l'incubateur technologique de la ville de Nantes. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour donc, cette présentation et cette solution assez innovante et circulaire, du coup. On va passer maintenant à la société OK, donc avec M. Sylvain Baron pour une solution là, de recyclage des autres process. Donc, je vais laisser la parole. Oui, bonjour. Donc voilà, nous, la société OK, on a un bureau d'études dans spécialisé, on va dire, sur la partie reuse, donc recyclage de l'eau. Donc on a un bureau d'études et d'ingénierie. On est donc sur la réutilisation des eaux usées et traitées. Donc ça peut être soit une remise aux normes des rejets, parce que l'intérêt de la réutilisation de l'eau, c'est que on réduit le rejet et donc on évite d'augmenter la quantité de rejet, on vient diminuer la quantité de rejet. On a potentiellement, sur certains cas, des demandes pour de la récupération et du traitement des eaux de pluie. Ça dépend des cas. Donc, on est plutôt adapté sur le secteur industrie, lavage automobile, collectivité et bâtiments de secteur tertiaire. Ça, c'est plutôt pour tout ce qui est traitement d'eau de pluie. Au niveau de la techno, on est plutôt sur un traitement physico-chimique. La plupart du temps, on est conteneurisé avec une solution automatisée, pilotable à distance, avec des capteurs IA qui sont développés en interne, dans lesquels on a un dépôt de brevet. Les solutions, elles sont plug and play. Ça permet des mises en route assez rapides et des pré-tests en interne. Et c'est sur du sur-mesure en fonction des besoins de chaque industrie. On est membre au niveau de la normalisation AFNOR. Ça, c'est pour le recours aux eaux non conventionnelles. Ça permet d'avoir une idée de ce qui se trame au niveau des réglementations et d'être à la pointe de l'innovation sur ce point-là. Je vous laisse passer à la slide d'après. Au niveau des démarches et du constat, on a vu que la filière cosmétique, il y avait 120 milliards de litres d'eau par an qui sont consommés à l'échelle mondiale. Et donc, c'est soit sur la formulation de la cosmétique, avec les produits cosmétiques qui contiennent de l'eau, ou sinon, c'est sur les process de fabrication, que ça peut être sur la partie fabrication, refroidissement, nettoyage des équipements. Donc, nous, sur ces parties-là, on a vu qu'il y avait plusieurs leviers sur lesquels on pouvait travailler. Donc, l'économie d'eau, c'est de l'installation, donc ça, c'est ce qui se fait le plus rapidement, le matériel économe en eau. Et après, il y a la possibilité, donc c'est là qu'on intervient sur la partie réhut, donc on fait du recyclage et de la valorisation des eaux de pluie. Et après, il y a la réduction des polluants en fonction des traitements des rejets. Ça dépend des normes actuelles et des normes de rejet. L'enjeu identifié, c'est de réduire la dépendance à l'eau potable, de sécuriser les process face aux restrictions, parce que ça, c'est important de savoir que si vous avez toute une ligne de production qui est dépendante d'une ressource et que du jour au lendemain, on vous l'arrête, ça peut être contraignant pour votre ROI. Et après, c'est réduction de l'empreinte environnementale et le respect des normes et des objectifs RSE. Ça permet que vous puissiez communiquer sur la matière sortant. On a le cas, ça va être la slide qui est juste après, je crois. Je vous laisse y aller. Voilà. Là, c'est le cas justement d'une fromagerie, donc on voit sur la droite, qui a eu ce cas-là, où au niveau de sa compétitivité, on leur demandait de faire une plus faible consommation d'eau par rapport au kilo de fromage sortant. Donc ça
ça peut être duplicable dans la partie cosmétique. Donc, comment on a fait chez eux et c'est duplicable dans les d'autres domaines d'activité. On fait une étude de faisabilité, on regarde sur site et on regarde les lieux de consommation avec des pré-diagnostics et un plan d'action. On vient identifier les postes où la réduction elle est possible et rapidement avec des économies d'eau. Et après, on vient voir en fonction des qualités d'eau s'il est possible de faire de la reuse avec une réécriture là pour le domaine agroalimentaire, une réécriture du PMS. Donc ça, c'est leur document interne sur la sécurité, où on vient réécrire par rapport à une analyse de risque, la reuse potentielle, ce qui a été mis en face pour éviter les risques sanitaires. Ensuite, on vient dimensionner la machine à partir des prélèvements faits sur place, et on vient ensuite regarder l'étude de ce traitement, positionner le module, donc ça c'est son implantation. On a une interface en temps réel pour que le client puisse suivre en direct et puis par rapport aux risques précédemment identifiés, avoir un suivi. Et il a aussi un suivi de la qualité avec les analyseurs en ligne. Le but est de faire une mise en place assez rapide avec un suivi qualité, une optimisation pour le client au cours du temps. On a dans le domaine du lavage automobile des mises à jour assez fréquentes pour les optimiser. Et dans le domaine agroalimentaire, c'est des mises à jour par industrie, donc là c'est différent, mais ça permet qu'à chaque remontée d'informations, on puisse optimiser soit le hard, soit le software en fonction des besoins. Les points forts, c'est que c'est adaptable, c'est une faible empreinte énergétique puisque nos solutions, on sait que traiter de l'eau, ça coûte de l'énergie, donc c'est pour ça qu'elles sont couvertes de solaire. On teste les effluents en interne dans notre laboratoire et à partir de là, on dimensionne la machine. Slide suivant. Donc les verrous, pour le besoin cosmétique, ça va être analyser et comprendre les spécificités et besoins de l'industrie cosmétique. Donc là, ça va être du cas par cas où on va voir sur site les usages de l'eau et les performances de l'eau à chaque site et à chaque poste. Et là, on va regarder les industriels cosmétiques, on va voir quels sont ceux qui ont besoin d'une réduction de consommation d'eau. Il peut y avoir des laboratoires pour faire les analyses préliminaires et des partenaires techniques pour les différentes phases pilotes. Les solutions sont peu onéreuses puisqu'on n'est pas un gros groupe industriel, donc on est sur des solutions flexibles et économiques et avec une faible implantation. Ça c'est important pour qu'on regarde en fonction de la disposition du site pour voir où ça peut se positionner et limiter on va dire, tout ce qui est génie civil. Donc l'ambition c'est de contribuer à une cosmétique plus durable, où chaque litre d'eau est recyclé et valorisé, potentiellement créer un écolabel cosmétique à consommation d'eau maîtrisée, et contribuer à l'évolution de la réglementation sur les normes de REUT, parce qu'il y a déjà une préécriture pour l'agroalimentaire qui est tombée le 8 juillet 2024, mais le but c'est de participer à l'écriture pour le domaine de l'industrie cosmétique. Voilà, c'était condensé, mais ça vous donne une idée. En tout cas, l'exercice est tenu en 5 minutes, donc merci. On va finir par une solution innovante un petit peu à la marge, entre guillemets. L'idée, là, c'est plutôt de se dire comment on peut, du coup, avoir cette hygiène intelligente pour gérer durablement l'eau, puisque, du coup, l'eau nous permet, nous, en cosmétique aussi, d'être dans la maîtrise, sécurité, notamment par rapport à tout ce qui est risque de contamination lors de la fabrication. Donc, je vais laisser la parole à l'INPEX pour cette partie-là. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci à Cosmétique pour votre invitation. Donc, l'idée, effectivement, ce matin, c'est de parler d'hygiène et de management du risque qui sont pour nous les deux liens. On peut mettre la diapositive suivante. Alors, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'était s'intéresser, bien entendu, à l'eau. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de soucis avec l'eau à travers nos clients, sur la cosmétique, en agroalimentaire ou sur la partie boisson. On part du principe que l'eau est toujours de bonne qualité et en quantité. On voit bien que la quantité, c'est très difficile et la qualité de l'eau également. Je dirais même la qualité des eaux. Donc, l'idée, c'était de pouvoir travailler finalement sur un outil, je dirais des outils qui vont être connectés finalement et qui vont permettre à la fois d'accompagner ce virage réglementaire, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'industriel en cosmétique, c'est difficile d'appréhender, de se mettre en terminologie aussi par rapport à l'aspect réglementaire. C'est maîtriser la qualité des eaux
de manière prédictive. Souvent, on a une idée de l'eau, j'ai envie de dire, a posteriori. Et là, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est plutôt de se dire en amont comment on peut avoir finalement une vision juste, scientifique, sur la qualité de cette eau-là. Et puis, accompagner nos clients aussi sur les solutions pour augmenter la durée de vie des produits. À partir du moment où on a de l'eau ingrédient, on a beaucoup de clients, effectivement, qui se retrouvent avec une eau qui n'est pas de bonne qualité, qui finalement va impacter la durée de vie des produits. Alors, sur l'état de l'art, je ne rentre pas dedans, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés, notamment sur l'IA et sur la microbiologie, sur laquelle on a travaillé. Je vous présenterai un outil, c'est plus de 5 années de travail avec l'ENSA de Lyon, avec Aerial aussi sur la partie microbio. On a beaucoup travaillé aussi avec un autre partenaire sur l'eau et la durabilité, notamment sur l'électrolyse de l'eau, avec l'université de Rennes, et puis des enzymes qui font leur apparition, qu'on trouve beaucoup dans l'agroalimentaire, un peu moins dans la cosmétique, mais qui sont intéressants, des enzymes en fait qui vont pouvoir nettoyer et moins impacter à la fois sur la rinçabilité, sur la qualité de l'eau. Ce qui nous a permis effectivement d'amener une solution qui s'appelle en fait la solution Duriable, donc le lien entre l'IA finalement et l'IA. On peut passer à la slide suivante, merci. Alors, ce qu'on a voulu faire en fait, c'est des technologies, plutôt en fait, c'est un système qu'on appelle Safe Plus aujourd'hui, qui va en fait intégrer plusieurs éléments. La première, c'est utiliser un petit système que vous voyez en haut à droite, d'un système que nous on appelle Nomade, qui est un milieu nutritif en fait sur lequel en fait on va faire pousser de l'eau, enfin les éléments de l'eau notamment, et qui vont par le biais d'une plateforme nous donner en fait la qualité et la quantité de type de germe, ce qui est assez simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de laboratoire, il n'y a pas besoin d'incubateur, on peut très facilement le mettre en œuvre, n'importe quel opérateur va pouvoir le mettre en place, et surtout d'avoir un suivi au niveau microbio. Le deuxième, c'est un calculateur qu'on a mis en place, qu'on appelait iTrack, qui lui va prendre en considération les quantités d'eau, le temps qu'on y passe, le budget, voilà, d'intégrer en fait toutes ces notions-là. Ce qui permet d'avoir une vision T0 et ensuite, sur base de cette vision T0, de se projeter, de voir avec le client les économies qu'on doit faire et comment finalement traquer cette partie-là. Et on va intégrer 2 solutions par rapport à ça. Pour ça qu'on intègre la partie enzymatique, lutter contre le biofilm, qui est un vrai souci aujourd'hui, d'autant plus effectivement avec les produits actuels qui sont plus sensibles et une eau plus sensible aussi. Et puis une désinfection avec un système qui s'appelle Olympe, qui est une désinfection en ligne avec l'eau du réseau tout simplement, et qui va permettre finalement de désinfecter avec de l'eau sans tensioactif, sans rien, ce qui permet justement d'avoir une efficacité accrue. Donc ce qui va être intéressant, c'est l'analyse prédictive qu'on va pouvoir en faire, et puis d'avoir une solution globale, c'est-à-dire qu'au client aujourd'hui, bien entendu, qu'il y a la partie, analytique au départ, mais surtout de lui proposer une solution qui va lui le positionner dans une nouvelle solution. Et puis d'intégrer ça sur la partie RSE. On peut mettre la slide suivante. Merci. Donc sur les cas d'usage, en fait, on a travaillé notamment sur un cas en cosmétique, sur un germe qui pose beaucoup de soucis, Burkholderia cepacia, qui avait contaminé notamment la boucle d'eau. C'est un grand classique, j'ai envie de dire. Donc, ce qu'on a fait en amont, c'est qu'on a mis en place avec le client toute une partie audit de façon à cerner quels étaient les soucis. Donc, vous voyez en bas les 2 nomades sur lesquels on a fait tout simplement. Donc, il y a des moisissures, mais il y a d'autres choses aussi, mais ça vous donne un exemple. Et ce qui a permis ensuite, une fois qu'on a ciblé les zones qui étaient contaminées sur la boucle d'eau, de faire tout simplement des traitements avec des enzymes spécifiques. Ce qui va être intéressant, c'est de retravailler derrière avec le client, justement sur les plans de contrôle, les fiches de procédure, de façon à la fois à baisser le temps de nettoyage. Et là, en l'occurrence, chez le client, on l'a baissé de 30%. Donc, mine de rien, c'est comme aussi une économie qui est importante. Et puis, baisser les consommations d'eau, parce que finalement, avec ces enzymes-là, on va consommer beaucoup moins d'eau, on a une rinçabilité qui est accrue, et surtout on va consommer de l'eau là où on en a besoin. On a fait, pour vous donner un ordre de grandeur, à peu près 80 interventions l'an dernier sur la France. Une dernière slide. Merci. Donc Calimpex, c'est 40 ans d'expérience. Aujourd'hui, on est basé, nous, en Alsace. On rayonne au niveau national, ce que je disais avant, sur la cosmétique, l'agro et puis les boissons. On investit beaucoup de temps, de budget aussi au niveau innovation. C'est important pour nous de pouvoir valider ces éléments-là. On a une dimension internationale parce qu'on a aujourd'hui, par le biais notamment de Nomade, du petit système microbio et IA, de nombreux distributeurs dans le monde entier qui ont travaillé dans différents types de milieux. Donc, ce qui nous a permis aussi de faire beaucoup de transferts de technologies. On intervient aussi en termes de conseils et d'audit sur cette partie-là. Puis on a lancé aussi un laboratoire de l'eau avec des experts. On se doute bien qu'aujourd'hui, l'eau, c'est très complexe. Personne n'a la solution, mais je dirais que c'est plutôt les intervenants qui vont travailler sur des expertises. Et c'est comme ça qu'on a essayé de fédérer aujourd'hui un certain nombre de partenaires. Et puis traiter ce fameux biofilm qui est un vrai souci par le biais d'outils d'aide à la décision ou d'équipements innovants comme le système Olympe.
R&D appliquée chez nous, c'est vraiment le point important. Tout ce qu'on va mettre en œuvre, tout ce qu'on met sur le marché aujourd'hui, on le valide. Donc aujourd'hui, on a un banc d'essai, on a des gens chez nous, on a des partenaires avec qui on va justement mettre en place ces tests-là, valider les solutions avant de les mettre sur le marché. Et puis d'avoir une solution plus spécifique, c'est-à-dire que chaque client finalement va avoir une notion de spécialisation. Chacun va avoir bien entendu un process différent. Donc à nous aussi de s'adapter, de lui apporter une solution pas globale, généraliste, j'ai envie de dire, mais plutôt adaptée à ses besoins, adaptée à son budget. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le co-développement de solutions, notamment avec nos partenaires, par le biais justement d'engagements scientifiques et de travaux. On a été aidé notamment par la région Grand Est sur toute la partie gestion de l'innovation. Voilà, me semble de rester dans les clous des 5 minutes. Merci. Merci. Merci déjà à tous pour cet exercice. Je ne sais pas si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez normalement, donc, pour les participants, un petit chat avec des petites bulles. Donc, via ce chat, vous pouvez poser vos questions. En attendant vos questions, je vais juste parler de nos événements à venir pour Cosmetic Valley et pour notamment un peu ce sujet aussi de transition environnementale. Donc, comme l'a dit Camille, on a positionné le 17 mars 2026 ce qu'on appelle nous une journée cosmétique expert qui se déroulera donc en région centre, puisque la région centre et ainsi que DevUp est aussi partenaire de cette AMI et de cette action Water for Cosmetics. Et donc, on aura lors de cette journée des interventions pareillement d'industriels et des apporteurs de solutions. On retrouvera notamment, bien sûr, les personnes qui sont intervenues aujourd'hui. L'idée de cette journée, c'est vraiment justement de fédérer autour de cet enjeu de gestion durable de l'eau, de pouvoir en parler. Aujourd'hui, on a fait un focus plutôt très industriel, mais justement, lors de cette journée, on pourra aussi évoquer aussi le produit cosmétique et peut-être aussi la partie un peu plus formulation. Là, on n'a pas forcément parlé de tout ce qui va être formulation anhydre, mais c'est aussi des choses qui sont bien en train de monter aussi en cosmétique depuis longtemps. Et ça peut aussi faire partie, lors de cette restriction d'eau, comment aussi on peut gérer durablement l'eau à travers aussi le produit. Donc voilà, le 17 mars, une date à retenir. Bien sûr, on vous communiquera le lieu exact, mais voilà. On a d'autres événements sur la transition environnementale, notamment on lance un groupe de travail donc plutôt sur le partage de ressources, donc de façon beaucoup plus large là, comment on peut aussi mutualiser et se fédérer autour de partage de ressources d'un point de vue sectoriel. Donc voilà, une date aussi à retenir, c'est le 4 décembre pour un groupe de travail qui aura lieu sur ce sujet-là. Le 5 décembre, on fera un webinaire, donc développer votre innovation, qui est donc une édition un peu spéciale puisque ce sera plutôt des solutions innovantes, mais là digitales. Donc on parlera plutôt là de projets sur le digital et sur innover avec le digital et aussi notamment de possibilités de financement pour ces activités-là. Donc, je vois une première question donc, pour Alimpex. L'outil Nomade est-il utilisable pour le suivi de la qualité microbiologique de l'eau en routine? Oui, exactement. Donc, c'est tout à fait le cas. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, nous, l'ensemble de nos clients vont en routine à la fois regarder la qualité de leur eau dans le process et qualifier aussi leur méthode d'hygiène. Donc, c'est vraiment que c'est un outil effectivement qui est tout à fait adapté à ce type de suivi au quotidien. Très bien. Alors, je ne vois pas d'autres questions là en ligne. Est-ce que non? Bon. Comme l'heure est déjà, je dirais, sur la fin, bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.
donc soit moi, Aline Landier, soit Camille. On relaie bien sûr vos contacts et vos questions aux différents intervenants. Vous avez aussi accès à un replay de ce webinaire si vous le souhaitez le partager peut-être en interne ou même revoir si vous n'avez pas pu tout assimiler parce que ça a été assez dense. Et puis sur ce sujet, en tout cas, on vous donne rendez-vous le 17 mars, donc avec plaisir. Merci à tous et puis à très bientôt pour d'autres interventions ou d'autres actions. Au revoir. Merci.